خاوتي غواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'ai vu que tout à l'heure, l'émission que nous avions réalisée à propos de cet analyste canadien, François Brousseau, qui a dressé une analyse très pertinente des dessous des enjeux et de l'échec du régime algérien à travers les résultats des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 a suscité beaucoup de votre intérêt, beaucoup de lectrices et lecteurs, beaucoup de téléspectatrices et téléspectateurs ont lu, ont vu notre émission, parce que nous, notre émission est accompagnée souvent d'un texte qui résume un petit peu l'ampleur ou la teneur de nos vidéos, et j'ai vu que vous avez été friands de cette émission, vous avez été curieux, vous avez été très nombreuses et nombreux à la suivre. Effectivement, il y a une attente chez nous, c'est de la population algérienne, c'est dans les moments d'incompréhension, c'est dans les moments de désorientation comme ça générale, d'angoisse générale, c'est les moments où quand il y a des interrogations collectives, quand il y a des moments de panique, quand une société traverse des moments de panique, parce que comme il se passe là pendant l'élection présidentielle ou après l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre, on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé, on est étonné par cette rupture qu'il y a entre le peuple et le régime, on ne comprend pas pourquoi le régime n'arrive pas à se mettre au diapason du peuple et à accepter ses revendications, on est on est inquiété, on est inquiet, on est à la fois inquiet, on est angoissé, préoccupé plutôt par les dangers de cette fracture. Et c'est pendant ce moment-là où nous avons besoin du génie des intellectuels. Qu'est-ce qu'un intellectuel? Comme M. François Brousseau, ce sont des gens qui ne parlent pas sous l'émotion, qui analysent une situation sociale, une situation politique, qui regardent l'état d'un pays à travers des faits, à travers des baromètres, des critères rationnels, avec de la science, en utilisant une logique scientifique, une logique analytique, en faisant appel aux sciences humaines, aux sciences sociales, aux sciences politiques, en faisant appel à la science, en faisant appel à l'esprit critique, pour identifier les principaux problèmes qui expliquent les problématiques d'un pays. Bon, il n'y a pas que des intellectuels et des analystes étrangers qui résument parfaitement l'échec du régime algérien ou sa nature, ou là qui explique parfaitement ses incuries, ou ses cruautés, ou ses absurdités, ou ses anomalies. Il y a aussi des intellectuels algériens qui sont brillants, nous en avons dans notre pays. Il y en a un qui a aussi écrit une analyse extrêmement pertinente que je vous invite à lire. Et je il faut lire. Et je m'arrête comme les TikTokers. Arrêtez de suivre les TikTokers, les cyberactivistes, les Facebookers, les habitués du buzz, les adeptes de l'insulte, de la calomnie. Celles et ceux qui font uniquement, qui cherchent uniquement le sensationnalisme, le clic, en parlant de leur vie privée, en violant la vie privée des autres, en insultant, en éructant des insanités. Apprenez à lire les gens qui ont de l'esprit. Les intellectuels, les écrivains, les philosophes, les journalistes, les experts en sciences politiques, les économistes. En Algérie, nous avons un sociologue que je considère, moi, parmi les meilleurs, parmi les plus brillants et les plus affûtés des intellectuels. Il s'appelle Nasser Djabi. Très connu pour celles et ceux qui s'intéressent à la scène culturelle et même à la scène politique, parce que Nasser Djabi, bien avant le Hirak, a été un agitateur, quelqu'un qui a écrit des livres, c'est un sociologue, alors il est professeur de sociologie à l'université d'Alger, il était aussi chercheur au centre de recherche en économie appliquée et de développement, le CREAD, qui est une pépinière de chercheurs et d'intellectuels, d'universitaires spécialisés dans les sciences sociales, dans les sciences économiques. C'est un centre qui fait pas mal d'enquêtes de terrain, qui a des revues, qui a des publications. Malheureusement, elles ne sont pas suffisamment diffusées, ne sont pas suffisamment lues, elles ne sont pas suffisamment distribuées, ne sont pas suffisamment médiatisé, il y a des études de terrain sur les pratiques sociales, sur les tendances sociales, sur les problèmes économiques de notre pays. Et Nasser Djabi fait partie de cette génération, de cette catégorie qui est de plus en plus rare. Voilà, beaucoup se sont exilés, beaucoup sont partis à l'étranger, d'autres ont pris leur retraite, ou ils ont décidé d'observer le silence. Nasser Djabi, non, il écrit des livres, il a écrit un livre très intéressant en 2001, appelé Le ministre algérien, principes et chemins, Al-Wazir Jazairi al-Usul wal-Masarat. C'est un intellectuel arabophone, il n'est pas francophone, mais il maîtrise les deux langues. Il a écrit en 2008 État et élite. Ensuite, il a écrit un livre très intéressant, Pourquoi le printemps algérien a été en retard en 2012.
Donc, c'est un intellectuel arabophone, il vit avec le peuple, il est très simple, c'est pas comme tous les intellectuels en Algérie, ils ont un niveau de vie très médiocre, vous savez, malheureusement, ce n'est pas l'intelligence qui paye dans notre pays, c'est souvent le népotisme, le favoritisme, l'escroquerie, la corruption, etc. Nasser Djabi est excellent, est vraiment intéressant. Il a été parmi les visages emblématiques du Hirak, il a parlé dans les médias, il a défendu le Hirak, il a essayé d'être l'un des représentants et porte-parole des manifestants du Hirak. Il a animé des conférences, des débats, il a fait partie de plusieurs collectifs, il a signé des pétitions, il a dénoncé les arrestations politiques, il a plaidé pour la libération des détenus politiques. Bon, à un moment donné, quand la répression s'est abattue, il s'était mis un peu en veilleuse, mais il continue d'écrire. Malheureusement, pas beaucoup dans les médias algériens, on ne l'invite pas, on ne lui donne que très rarement la parole, pratiquement plus jamais maintenant, notamment depuis le verrouillage complet du champ politique et médiatique depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui 2024, mais il écrit sur sa page Facebook. Il a fait une analyse il y a de cela 4 jours. Il y a de cela 4 jours, ça veut dire le 9 septembre 2024. قراوها sur sa page Facebook بالعربية avec le titre باختصار هذا ما فهمته من البيان الثلاثي المشترك. باختصار هذا ما فهمته من البيان الثلاثي المشترك. Voilà, il dit en résumé, voilà ce que j'ai compris du fameux communiqué commun, la fameuse déclaration des 3 candidats des directions de campagne des 3 candidats, dont celle d'Abdelmajid Tebboune, Hassani Abdelali Sherif et Youssef Aouchiche, qui le 8 septembre, à la fin de la journée du 8 septembre 2024, au lendemain de l'élection, ont fait un communiqué, une déclaration commune pour dénoncer, rappelez-vous, les ambiguïtés, les incohérences, les contradictions des résultats provisoires annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections. D'ailleurs, nous en avons parlé, c'était quand même incroyable, c'était la première fois où nous avons un président de la République ou quelqu'un qui a été déclaré gagnant, etc., et qui est sorti vainqueur à plus de 96% d'une élection, mais il rejoint ses propres concurrents avec lesquels il est censé être en compétition pour dénoncer tous ensemble des irrégularités, je cite, incohérence, ambiguïté, contradiction et usage de concepts étranges, etc., qui était celui de l'autorité nationale indépendante des élections relative au taux de participation des wilayas, la moyenne des taux de participation des wilayas, au lieu de révéler le taux de participation. Nasser Djabi a fait une lecture extrêmement précieuse, sincèrement, extrêmement précieuse, et il a analysé cette situation inédite, mais vraiment inédite, c'est-à-dire que sans encore une fois verser dans l'insulte, c'est quoi une analyse intellectuelle, rationnelle, de haut niveau? Quand on n'insulte pas, on ne diffame pas, on ne fait pas de fake news, on ne désinforme pas. Quand on prend des faits, on essaie de comprendre les dessous de ces faits en leur donnant une lecture scientifique, rationnelle, pour les mettre en relation avec d'autres séquences un petit peu cachées, ou des séquences non dites de la vie, de la société d'un pays sur lequel on planche pour analyser ses problèmes politiques ou économiques. Nasser Djabi, le communiqué commun, cette situation, c'est un sketch, parce que c'est du non-vu. D'ailleurs, au Canada, le fameux analyste de Radio-Canada, François Brousseau, il a même dit, c'est quand même inédit, c'est incroyable, on n'a jamais vu un président de la République dénoncer, élu à 96%, qui va dénoncer lui-même les résultats de l'élection qui lui a permis d'être réélu à 96%. C'est du jamais vu. Normalement, les gagnants, quand on gagne à 96%, on dit bravo, on se réjouit, on affiche le sourire et on fait la fête. C'est aux concurrents de dénoncer la victoire de leur concurrent ou de dénoncer des irrégularités. Mais que le gagnant dénonce lui-même des irrégularités alors qu'il a gagné outrageusement, c'est du jamais vu. Nasser Djabi, d'abord, l'Algérie, dans son billet que vous devez lire, qu'il est en arabe, je ne vais pas tout le lire entièrement, je vais le résumer en français pour notre public francophone. Et mes amis arabophones qui suivent l'Algérie peuvent le lire et partager. Le débat se poursuit sur notre plateforme, sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook plus tard. Il a parlé de 5 dangers, les 5 dangers qui encourent l'Algérie et les 5 dangers qui ont été révélés par cette prise de position totalement extravagante de la part de Tebboune, qui gagne une élection,
Il sort gagnant à 94%. Il fête son deuxième mandat, mais il dénonce lui-même les irrégularités de cette même élection. On a dit il y a 5 dangers. Le premier danger, c'est que nous n'avons pas d'institution. Le fait que l'autorité nationale indépendante des élections a été incapable de donner les véritables chiffres, de faire preuve de transparence, de communiquer au bon moment, et en temps voulu, les chiffres sur les nombres des votants, le nombre le taux d'abstention, le taux de participation par wilaya, le nombre des bulletins vus nuls ou blancs, le fait qu'on est incapable de dresser des statistiques qui sont normales, on leur demande pas de faire de l'intelligence artificielle, on leur demande pas de recréer le fil à couper le beurre, on ne leur demande pas d'aller sur la lune ou de conquérir l'espace, c'est juste de récolter des chiffres et de les donner en toute transparence. Nous n'avons pas d'institution. L'autorité nationale indépendante des élections, réellement, comme la justice, comme les douanes, comme les services de sécurité, comme les services secrets, comme l'armée, comme toutes les entreprises étatiques, comme l'université, comme l'école, on n'a pas d'institution. Les institutions en Algérie sont des coquilles vides. Ce sont des organismes étatiques au service des décideurs ou d'un groupe de décideurs ou de dirigeants. Si les dirigeants décident de les contrôler ou de les appeler au téléphone, d'appeler leurs responsables au téléphone et de leur donner d'autres orientations, même si ces orientations sont contraires à l'intérêt général, elles vont servir uniquement à des intérêts particuliers, et bien ces institutions vont s'exécuter parce qu'elles n'existent pas. Le premier danger qui pèse sur l'Algérie, c'est qu'elle n'a pas d'institution. Avoir une institution, c'est quoi? C'est-à-dire c'est un organisme qui échappe au contrôle des individus, qui échappe au contrôle d'un groupe de dirigeants ou d'un lobby, et un organisme solide qui a un fonctionnement harmonieux, qui a une direction, qui a un règlement intérieur qui défend l'intérêt général, qui travaille uniquement pour l'intérêt général et qui est inébranlable parce qu'il a ses défenseurs, parce qu'il a un fonctionnement tellement solide que lorsqu'on essaye de détruire cette institution résiste. ما عندناش des institutions. نحن في دولة بدون مؤسسات. Nous sommes dans un état sans institution. On n'a pas d'institution, on a des organismes qui sont gérés selon des humeurs, selon des agendas personnels, selon des intérêts privés ou particuliers, et selon des orientations politiques qui n'ont rien à voir avec l'intérêt suprême de la nation ou l'intérêt général de la population. Donc, dans un pays où il n'y a pas d'institution, c'est pas un pays qui peut se défendre, qui peut se développer, qui peut préserver sa sécurité. C'est un grand danger. Le deuxième danger qui a été analysé, qui a été bien révélé, bien relevé en tout cas par Nasser Djabil, le sociologue algérien, dans son analyse de cette séquence inédite, le communiqué, où Tebboune se dénonce lui-même, se dénonce de sa propre élection, c'est l'absence d'élites. Mais des élites capables, compétentes, qui peuvent expliquer un problème. Dès que tu gagnes une élection à 94%, et pendant toute l'élection, et après la fin de l'élection, tu dis que l'élection s'est bien déroulée, elle est propre. Tebboune, le jour de l'élection lui-même, le jour de l'élection, quand il est parti voter Bouchaoui dans un centre de vote, dans un bureau de vote Bouchaoui à Alger, il a dit ça s'est bien passé, mes concurrents ont été propres, c'est une campagne propre, nous avons été exemplaires, on n'a pas été violents l'un à l'égard de l'autre, on a été très respectueux, nous sommes des exemples à suivre. Donc tout est bien organisé. Si la campagne a été bien organisée, ça veut dire que l'autorité nationale indépendante des élections a bien fait son travail. Parce que la surveillance de la campagne, l'encadrement de la campagne, c'est aussi l'autorité nationale indépendante des élections. Qu'on a critiqué plus tard, juste le lendemain, on l'a critiqué, lui-même a commencé à la critiquer parce qu'elle a fait un mauvais travail à cause de l'ambiguïté, de la contradiction, de l'absurdité, ou là, du manque de transparence de ses résultats. On n'a pas des élites qui peuvent expliquer un problème. Donc, toute la campagne, tout va bien, nous sommes un état solide, où le problème vient uniquement de l'étranger, nous avons une menace depuis l'étranger, et les ennemis de l'Algérie qui sont à l'étranger veulent nous déstabiliser. À la fin, au lendemain de l'élection, tu fais toi-même, tu changes de position, tu dis, finalement, le problème, il est chez nous. Nous ne sommes pas capables de donner des résultats. Mais une bonne autorité nationale pour organiser les élections. Finalement, donc on n'est pas aussi solide. Mais des élites qui sont capables de dire la vérité aux Algériens et aux Algériens, qui sont compétentes pour formuler le problème. Les résultats sont ambigus. Ça veut dire quoi des résultats ambigus? Est-ce que tu as toi-même des résultats donnés? Est-ce que toi-même t'as fait des contre-statistiques? Est-ce que tu as été capable toi-même de proposer des solutions ou d'apporter une autre version des faits qui contredit ou qui démontre que les informations et les chiffres de l'autorité nationale indépendante des élections sont faux. Mais il y a des élites politiques ou des élites comme en économie, comme en sciences,
comme développement social, mais on a des élites compétentes, capables de parler un langage clair, de formuler des solutions claires, de prendre des positions claires et d'adopter de la lucidité, de la sagesse et du bon sens dans la conduite des affaires du pays. Ça, c'est le deuxième danger. Troisième danger, c'est la vieillesse. C'est l'âge très avancé de l'élite dirigeante algérienne. Nasser Jabil a remarqué à juste titre que Mohamed Chorfi, depuis le 25 juillet, le jour où il a annoncé la liste des candidats autorisés à concourir aux élections présidentielles du 7 septembre 2024, jusqu'au 7 septembre 2024, jusqu'au 8 septembre 2024, quand il a annoncé les résultats et les chiffres, il était fatigué, dépassé, parce qu'il est très âgé. Mohamed Chorfi, 77 ans. Il a bafouillé, il a fait des bêtises, il a essayé de contredire, ça se voyait sur son visage qu'il était dépassé, fatigué, épuisé. Épuisé par la responsabilité qui pesait sur ses épaules, par la charge de travail. Parce que diriger l'autorité nationale indépendante de sélection, c'est quand même beaucoup de travail, il faut être en bonne santé mentale et physique, il faut avoir l'âge nécessaire pour pouvoir mener cette mission jusqu'au bout. Oh, Mohamed Chorfi, depuis le début, ça se voit que c'est un vieux malade fatigué. Il est malade et fatigué, qui n'est pas capable de mener sa mission jusqu'au bout. À 77 ans, il est pratiquement le même âge que Tebboune. Tebboune, d'ailleurs, n'a fait qu'une campagne électorale et par procuration. Il n'a fait que 4 meetings. Oran, Alger, Constantine ou Janet. 4 déplacements. C'est tout. Pour quelqu'un qui a brigué un deuxième mandat, c'est du minimum syndical. C'est le service minimum. Pourquoi? Parce qu'il est âgé. Il n'arrive pas à marcher, il a les séquelles de la Covid-19. D'ailleurs, Mohamed Chorfi, il a été atteint d'une forme grave de la Covid-19. Il a été lui-même hospitalisé, fait à Naja. Il a failli y passer. On ne le raconte pas assez. On avait Algérie Part, on en a parlé à l'époque. Donc l'âge, le fait que nous avons des dirigeants très vieux, ils sont pas capables d'assumer leurs responsabilités, de travailler, de rendre des comptes et d'être efficaces. C'est vrai qu'il y a un problème de biologie. À partir du moment quand tu t'approches de dépasser 77 ans, 80 ans, tu peux pas assumer. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Abdou, il y a des pays où il y a des dirigeants âgés, mais que ça marche bien, c'est efficace. Ça, c'est les pays où il y a des institutions solides. Il y a le dirigeant, le numéro 1, il est âgé, mais il a un cabinet, il a des secrétaires, il a des collaborateurs, il a des directeurs centraux, il y a des ramifications, il y a des directions qui sont gérées par des jeunes, par des personnes en bonne santé qui sont jeunes. La tête, quand elle est vieille, mais la tête, elle est vieille, les décideurs sont vieux, gars, le président, il est vieux et malade, le chef d'état-major, il est vieux et malade, le premier ministre, il est vieux et malade, ils sont tous vieux et malades. Comment voulez-vous qu'ils dirigent un pays? Comment voulez-vous qu'ils puissent être capables de diriger ou de redresser un pays? Donc, l'âge avancé des dirigeants algériens expose au pays à des problèmes de sous-développement, de mauvaise gouvernance, et donc, ça menace l'avenir et le présent de l'Algérie. Ça, c'est le troisième danger. Le quatrième danger, qui a été bien relevé par Nasser Jabi à travers son analyse de cette séquence inédite dans les élections présidentielles anticipées du 7 septembre, c'est que le système algérien refuse toute contradiction, toute liberté. Quand un pays, il est dominé par un système qui ne veut pas de la liberté, qui ne veut pas de l'opposition, qui ne veut pas des contradicteurs, qui ne veut pas de ses détracteurs, qui ne veut pas entendre un autre son de cloche ou d'autres vérités qui le dérangent, qui veut uniquement imposer sa propre vision de la vérité, son propre récit de la vérité, qui veut uniquement imposer sa vision et sa manière de faire, de gouverner ou sa manière d'agir. C'est un système qui est fermé. Et le système algérien, il est tellement fermé qu'il éloigne toutes les compétences. Quand tout est fermé, ça devient un asile. C'est un asile. Par contre, une maison ouverte, il trouve le qari, il trouve l'instructeur, il trouve le médecin, il trouve le chômeur. C'est varié. Il faut d'un tout pour faire un monde. Quand le régime algérien n'est pas varié, n'est pas diversifié. Il y a ou des personnes âgées, ou des gens faibles intellectuellement, qui n'ont pas beaucoup de parcours, qui n'ont pas une grande réussite scolaire ou un grand niveau d'instruction, ou des personnes fanatiques, intolérantes, et qui n'acceptent pas la différence. Du coup, c'est un système totalement fermé. Et l'élection présidentielle a démontré que le système était fermé. La preuve, et c'est le cinquième problème, le grave problème, c'est que le système il est tellement fermé qu'il ne veut pas de l'opposition, qu'il ne veut pas d'opposants, qu'il ne veut pas de journalistes libres, que l'élection d'un président en Algérie aujourd'hui, c'est un processus qui ne passe pas par la concurrence. Il n'y a pas eu de concurrence. Tebboune,
qui fait une déclaration commune avec ses propres concurrents. Ses concurrents qui acceptent de faire une déclaration commune avec lui, alors que normalement c'est lui le responsable de la situation. Si l'autorité nationale indépendante des élections, s'il y a eu le problème de la fraude électorale, s'il y a eu un problème de trafic, s'il y a eu un problème de manipulation, qui est le responsable? C'est le régime. Le régime parce qu'il n'a pas fourni l'environnement politique, l'environnement juridique qui permet à des institutions d'être indépendantes et de fonctionner de façon rationnelle et scientifique. Qui en est le responsable? C'est le président de l'ancien régime. Tebboune, donc Hassani Sherif et Youssef Aouchiche ont voulu faire croire que Tebboune est lui-même victime de son propre système qu'il a lui-même façonné. Des erreurs du système dont il est lui-même le principal artisan et le cerveau. Parce qu'on a eu une élection, on a eu une campagne électorale, la concurrence. Les candidats n'ont pas critiqué Tebboune, n'ont pas remis en cause. Les candidats n'ont pas remis en cause le bilan de Tebboune, n'ont pas critiqué Tebboune, ne lui ont pas demandé des explications. Ça a été une campagne gentille. Je crois qu'il y a des camarades, et pas des concurrents. Je crois que c'est des scouts, راحوا au camping ensemble. راحوا au barbecue ensemble. C'est pas ça la politique. La politique, c'est de la contradiction, c'est de l'affrontement des idées, c'est une confrontation de programmes et des idées, c'est des critiques permanentes, on bouscule son adversaire, on veut le remplacer, c'est une sorte de guerre pour conquérir le pouvoir. Or, il n'y a pas de concurrence en Algérie pour essayer autour de l'obtention du poste de président de la République. Absence de concurrence, la médiocrité, unanimité, stérilité, et donc contre-productivité et aucune idée, aucune proposition, et le pays il est figé. C'est comme, la politique elle est comme l'économie. Imaginez une économie sans concurrence. Imaginez qu'un seul commerçant qui vend de la pomme de terre dans un village. Ben, la pomme de terre sera tellement chère que tout le monde sera obligé de l'acheter, sinon, parce qu'il n'y a qu'un seul fournisseur. En politique, on a un seul fournisseur, le régime, et ces concurrents, c'est des concurrents, virtuels, ils pensent comme lui, ils sont d'accord avec lui, ils disent du bien de lui, et voilà. Donc il n'y a pas de concurrence, il y a une seule offre politique. Dans un pays, il y a une seule offre politique, c'est un pays fermé, figé, qui ne pourra pas se développer. Nasser Djabi a totalement raison. Il faut le lire, il faut l'écouter, il faut le comprendre, surtout, parce qu'il y a les 5 dangers qui pèsent sur l'avenir du pays. Ils pourront nous créer de graves problèmes d'insécurité, d'instabilité et de sous-développement. Et nous risquerons de les payer très très cher.